Donc, une fois vous pensez à la thrombophlébite cérébrale, vous allez réaliser des examens complémentaires pour confirmer qu'il s'agit bien d'une thrombophlébite cérébrale. L'examen clé, l'examen de référence pour explorer une thrombophlébite cérébrale, c'est l'IRM cérébral avec des séquences angio. Donc, c'est l'IRM cérébral avec les séquences angio. Dans l'AVC ischémique, on a dit c'est l'IRM cérébral avec les séquences de diffusion, la séquence T de flair, la séquence T de étoile. Et dans les centres spécialisés, on peut faire la séquence de perfusion. On ne montre pas l'enjeu IRM dans l'AVC ischémique. Par contre, lorsque vous pensez à une thrombophlébite cérébrale, donc vous demandez une IRM cérébrale avec des séquences angio. On peut avoir une IRM tout à fait normale. C'est l'angio-IRM, la reconstruction 3D de l'arbre veineuse, qui va montrer l'obstruction d'une veine. Et parfois, l'arbre veineuse, elle est tout à fait normale, et c'est l'IRM native qui vous montre le diagnostic des thrombophlébite cérébrale. Donc le scanner, il est normal dans plus de 20% des cas, ou il peut montrer des signes directs. D'accord ? Le premier signe direct, c'est la présence sur une TDM cérébrale sans injection de produit de contraste d'une hyperdensité, d'accord ? Ça traduit du sang, dans une veine au stade initial de la thrombose. Regardez ici, TDM cérébrale en coupe axiale, ça on devine le siège de passage du sinus longitudinal supérieur, regardez, une hyperdensité spontanée. La même chose, si on avait une coupe plus basse et on voit qu'il y a une hyperdensité à ce niveau-là, on va dire que c'est une thrombose au dépend du sinus latéral. Donc la présence d'une hyperdensité spontanée sur le trajet d'une veine ou d'un sinus veineux, faut dans le diagnostic des thrombophlébite cérébrale. Le deuxième élément indirect, c'est ce qu'on appelle le signe de delta. Le signe de delta vide, par contre, on le cherche sur un scanner injecté. Regardez ici, TDM cérébral avec injection de produit de contraste. Normalement, à l'état normal, lorsqu'on injecte le produit de contraste, il va traverser, par exemple, ici, le sinus longitudinal supérieur qui va être hyper dense parce qu'il y a le produit de contraste. Ici, regardez le centre, il est noir, ça témoigne de la présence d'un caillot sanguin. Et puis, à la périphérie, vous voyez le passage du produit de contraste qui se traduit par une hyperdensité. Donc, on cherche sur le scanner des signes directs. Le premier signe direct, il est recherché sur un scanner sans injection de produit de contraste. On va trouver une hyperdensité, d'accord, une hyperdensité sur le trajet d'un sinus veineux. Ici, j'ai mis le sinus longitudinal supérieur. Parfois, lorsque vous avez une thrombose sur le sinus latéral, on peut avoir à ce niveau-là, tout ça est représenté par une hyperdensité spontanée. Ça traduit du sang qui stagne au niveau d'un sinus veineux. Lorsque vous injectez le produit de contraste, normalement sur ce scanner, ça va être comme ça. Parce qu'il y a le passage du produit de contraste. Mais ici, on voit qu'au centre, il reste hypodense, il est rempli par un caillot de sang, et puis à la périphérie, vous avez une hyperdensité qui traduit le passage du produit de contraste. C'est ce qu'on appelle le signe de delta vide. C'est un triangle qui est vide, qui témoigne de la présence d'un caillot qui obstrue la lumière de la veine et que finalement, juste au niveau de la périphérie, on peut avoir un petit passage du produit de contraste. Donc la présence de ces deux éléments sur le scanner va dans le diagnostic de thrombophlébite cérébrale. Vous allez dire, monsieur, donc finalement, pourquoi on fait l'IRM ? On fait l'IRM parce que ces anomalies sont quand même rares. On parle de 10%, 15%, jusqu'à 20%. Et puis, c'est des anomalies qui sont d'apparition retardée. Pour le signe de delta, il faut attendre parfois 2 à 3 jours pour avoir un signe de delta. D'accord ? Sur le scanner, on va chercher des signes indirects. Les signes indirects, on les a vus sur l'explication de la physiopathologie. On a dit, nous avons un infarcissement veineux, nous avons une transformation hémorragique, nous avons un œdème cérébral, et nous avons un défaut de résorption de LCR qui va se traduire par une dilatation ventriculaire. Donc on va avoir un œdème cérébral, d'accord ? On va avoir l'infarcissement ischémique et hémorragique. Donc c'est une lésion hémorragique au sein d'une hypodensité odémateuse, surtout lorsqu'elles sont multifocales, bilatérales, et qu'elles sont corticales et sous-corticales.
D'accord? On peut imaginer dans l'examen une présentation bizarre, on vous dit à quoi il faut penser, on a fait finalement le scanner, voici le scanner, interprétez le scanner. Et le scanner, généralement, on met des choses très spécifiques. C'est-à-dire, on mettra de l'œdème, on mettra un infarcissement. Par exemple, on peut vous donner cette lésion-là, mais il faut que ce soit bilatéral pour vous simplifier les choses. On mettra cette lésion-là, donc vous allez me dire que c'est une TDM cérébrale. On voit deux lésions, une lésion hypodense et une lésion hyperdense, qui peuvent correspondre, l'hyperdensité sur le scanner, c'est toujours le sang. Donc vous allez dire deux lésions à composante hémorragique, mais également hypodensité, c'est de l'œdème. Et en composante ischémique inflammatoire. Le fait que ce soit des lésions bilatérales, que le patient a un syndrome d'hypertension intracrânienne, il faut penser à la thrombophlébite cérébrale. Donc voilà. Et puis on peut trouver ce qu'on appelle une prise de contraste gériforme. C'est comme ici. Imaginez qu'on a injecté le produit de contraste et qu'on trouve une prise de contraste gériforme dans l'hypodensité ischémique. Parfois, vous n'avez que l'hypodensité. Regardez ici, en bithalamique, les deux thalamus sont hypodenses. Ça peut orienter vers une thrombose profonde. Ça, tellement c'est fréquent, c'est une présentation bizarre. Un patient qui vous fait un tableau de troubles de conscience ou de coma. Vous faites le scanner, vous trouvez des hypodensités bilatérales. C'est une thrombophlébite cérébrale profonde et qu'il faudrait démarrer rapidement un traitement, sinon le patient va s'aggraver, va mourir. Donc parfois le scanner il est tout à fait normal, d'accord, ou il montre des choses qui sont incomplètes, d'accord, ou vous avez la possibilité de réaliser d'emblée une IRM cérébrale. Donc on va faire une IRM cérébrale qui va montrer les signes directs qui traduisent généralement l'occlusion d'un sinus. Sur le scanner, on a dit une hyperdensité spontanée sur le trajet d'une veine. La même chose sur l'IRM. Regardez une IRM. Ici, sur une IRM en coupe sagittale, sur la séquence T1, on voit une hyperdensité, un hypersignal, d'accord, spontané sur le trajet du sinus longitudinal supérieur. D'accord? La même chose, on avait ici une image en hypersignal, on va dire que c'est une thrombophlébite du sinus latéral. On va compléter par les séquences enjeu IRM. Regardez ici, le sinus latéral, sinus transverse, sinus sigmoïde, la veine jugulaire interne, le sinus longitudinal supérieur. Ici, on devine les veines corticales. Regardez ici le sinus latéral qui paraît perméable. Ici, absence de pacification. Il n'y a pas de sinus latéral gauche. Ça vous fait le diagnostic de thrombophlébite cérébrale de sinus latéral. D'accord? Donc, on va chercher sur les séquences T1 et T2 une image en hypersignal. D'accord? Au départ, c'est une lésion en isosignal. C'est ça la difficulté. Ça veut dire qu'il faut bien voir l'IRM. Mais à partir du 5e jour, on voit cette image en hypersignal sur la séquence T1. D'accord? Et puis, on va chercher les signes indirects. Les signes indirects, c'est l'infarcissement odémato-hémorragique. Regardez ici, sur cette IRM cérébrale, tout ce qui est en hypersignal sur la séquence T2, c'est de l'œdème. Et tout ce qui est en hyposignal, c'est l'hémorragie. Regardez, une lésion corticale et sous-corticale à double composante ischémique et hémorragique. La même chose ici, une lésion qui est très étendue, à double composante ischémique et hémorragique. Premier diagnostic à évoquer, une thrombophlébite cérébrale. Surtout si les lésions sont bilatérales. Regardez ici, sur la séquence toujours T1, un hypersignal sur le trajet des sinus longitudinaux supérieurs. D'accord? Ici, on ne voit pas de l'autre côté les sinus transverses. La même chose, regardez, la partie postérieure, le tiers postérieur du sinus longitudinal supérieur, qui paraît en hypersignal. La même chose, regardez le sinus transverse tout à l'heure, je vous dis. Regardez, ici, un hypersignal spontané sur le sinus latéral. D'accord? Ici, regardez une lésion à double composante, ischémique et hémorragique. Donc finalement, le diagnostic est très facile, que ce soit sur le scanner, mais le problème est que le scanner il peut être tout à fait normal. Mais si vous avez la possibilité de réaliser une IRM directe, une IRM cérébrale avec les séquences en jeu, vous allez trouver les signes directs qui vont témoigner finalement de l'occlusion d'une veine, d'accord, soit une lésion en hypersignal sur le trajet, d'accord,
soit que vous allez trouver des lésions indirectes qui sont notamment une lésion corticale et sous-corticale à double composante, ischémique hémorragique. Ces lésions, ils ont une grande valeur d'orientation, surtout lorsqu'ils sont bilatérales. L'angiographie, un petit mot sur l'angiographie, peu d'indications depuis l'avènement de l'IRM, d'accord? On peut la réaliser si le patient, c'est impossibilité technique, ou si le patient a une contre-indication à l'IRM. On va chercher 3 signes. Le premier signe, c'est l'absence de passage. Regardez ici, le sinus longitudinal supérieur, on le voit ici, on le suit, mais ici, il disparaît. Et dans le reste du système veineux, vous avez une dilatation avec une stagnation du produit de contraste, dilatation des veines corticales. D'accord? Donc c'est un examen qui est très puissant, qui vous permet de confirmer le diagnostic, mais on ne le réalise plus parce que l'IRM, il est largement suffisante pour montrer, on peut faire le diagnostic des thrombophlébite cérébrale. Donc le diagnostic positif finalement, il est évoqué sur un tableau clinique, d'accord? Mais malheureusement, ce tableau clinique, il est polymorphe, d'accord? C'est l'intérêt de prendre en considération le terrain. Contexte de grossesse, contexte de contraception orale, contexte de pathologie tumorale, contexte de leucémie, contexte de pathologie inflammatoire. Donc il faudrait évoquer une thrombophlébite cérébrale. Le diagnostic, il est confirmé par l'IRM avec les séquences angio. D'accord? La TDM, lorsqu'il est réalisé, il va montrer des signes indirects qui ne sont pas toujours constants. Et puis, son intérêt également, c'est d'éliminer. Vous savez que c'est un déficit neurologique brutal. On peut évoquer un AVC ischémique, un AVC hémorragique, une hémorragie ménagée. Donc, ça permet, certes, de montrer les éléments en faveur du thrombophlébite cérébrale, mais il vous a déjà aidé pour éliminer les autres diagnostics. On a évoqué les métastases cérébrales, on a évoqué les abcès cérébraux, donc il pourra éliminer. Mais si vous avez accès facile à l'IRM, c'est l'IRM qu'il faudrait demander en premier. Si la confirmation n'est pas obtenue par l'IRM, on complète par l'angiographie. Les étiologies. Il faut savoir que dans 85% des cas, l'étiologie est retrouvée. Dans 15%, la cause elle est idiopathique. On distingue, on parle toujours qu'il existe des facteurs précipitants qui surviennent, qui vont surajouter un terrain prédisposant pour donner une thrombophlébite cérébrale. Donc les risques qui sont admis, c'est la contraception orale, d'accord? C'est la grossesse, le 3e trimestre de la grossesse et le postpartum. L'incidence, regardez, tout à l'heure on parlait de 3 à 5. Ici, dans le contexte du postpartum, on parle de 12 pour 1 million d'habitants, pour 100 000. Les infections, les otites, les mastoïdites, les infections locales ou régionales, d'accord? Et puis, les thromboses du sinus caverneux, il faut toujours éliminer une cause loco-régionale. Les traumatismes, que ce soit un traumatisme iatrogène, par une intervention neurochirurgicale qui va toucher les sinus jugulaires, ou un cathéter veineux. L'APL, et parmi les complications de l'APL, c'est les thrombophlébite cérébrales, parce que ça va entraîner une hypotension intracrânienne avec une traction sur les veines corticales qui va précipiter la survenue du thrombophlébite cérébral. D'accord? Regardez la liste des étiologies. Vous avez des étiologies qui sont extrêmement nombreuses. On commence par un état de thrombophilie. D'accord? C'est pour ça qu'il faut chercher les déficits en facteurs de coagulation, comme ce qu'on a dit dans l'AVC ischémique, le déficit en facteurs en protéine C, en protéine S, en antithrombine 3. On va rechercher la mutation du facteur 5 de Leiden. On va chercher une pathologie tumorale parce que les pathologies tumorales, que ce soit les tumeurs solides ou les tumeurs, les hémopathies, ils peuvent donner des thrombophlébite cérébrales parce qu'ils entraînent un état prothrombotique. Les infections, principalement les infections leucorégionales, ils vont entraîner des thrombophlébite cérébrales parce qu'ils vont tout d'abord entraîner une infection de la paroi de la veine. D'accord? Qui dit infection, inflammation, va précipiter la constitution d'un caillou de sang. Les maladies systémiques, importantes, notamment un syndrome des anticorps antiphospholipides, on l'avait évoqué dans le cours de l'AVC ischémique, syndrome des anticorps antiphospholipides, c'est des AVC ischémiques à répétition, c'est la femme jeune avec des avortements à répétition et un déclin cognitif. Ça peut être également responsable du thrombophlébite cérébral, un lupus. Les maladies hématologiques, la prise d'œstroprogestatif, la grossesse et puis les causes locales
mécanique ou traumatique. Le traitement. Bien évidemment, vous avez deux choses. Il faudrait donner un traitement de l'hypertension intracrânienne. D'accord? Et bien évidemment, il faudrait reperméabiliser la veine parce que l'occlusion qui est responsable de tous les symptômes que présente votre patient. Donc le traitement symptomatique va permettre de stabiliser l'état du patient. Il va prévenir l'aggravation de l'hypertension intracrânienne et l'apparition des signes d'engagement. Donc c'est les mesures générales de réanimation en fonction de la gravité. Si c'est un patient comateux, c'est une hospitalisation d'un service de réanimation avec mesures de réanimation. Si c'est un patient conscient, c'est une hospitalisation d'un service froid avec les mesures toujours de réanimation et de nursing. Il faut traiter l'hypertension intracrânienne en fonction de la sévérité, en donnant le mannitol. On peut faire un drainage chirurgical d'animatome compressif. Si vous avez un AVC, si vous avez un affaissement veineux avec un grand hématome qui exerce un effet de masse, il faut drainer l'hématome. Lorsque vous avez une hypertension intracrânienne maligne avec des signes de pré-engagement, on va faire la crâniectomie décompressive. On peut faire ce qu'on appelle les PL répétés. Donc le week-end, pour les gens au service, certainement ils ont vu une patiente qu'on a hospitalisée le samedi pour une thrombophlébite cérébrale. Si vous demandez au résident, il faut dire que c'est une patiente qui est venue avec un syndrome d'hypertension intracrânienne, avec flou visuel, donc syndrome d'hypertension intracrânienne compliqué de flou visuel, et le scanner, il montre un aspect de thrombophlébite cérébrale. Le premier geste que le résident a fait aux urgences, c'est une PL déplétive, parce qu'il va réduire l'hypertension intracrânienne. L'hypertension intracrânienne va mettre votre patient à l'abri d'une cécité qui est irréversible. Donc chaque fois que vous avez une hypertension intracrânienne, vous proposez les PL déplétifs. D'accord? Si vous pensez que si à côté de l'hypertension intracrânienne, vous avez un hématome, il faut drainer l'hématome. Si à côté de l'hypertension intracrânienne et de l'hématome, vous avez un grand infarcissement ischémique qui entraîne un engagement, il faut faire le volet décompressif. Par exemple, pour la patiente du samedi, il n'avait pas réellement d'hypodensité importante, il avait un flot visuel, c'est pour ça qu'on a proposé une PL déplétive. Ça c'est tout ce qu'on vous a enseigné dans les cours de sémiologie. Parce qu'on vous a dit dans les cours de sémiologie, si vous avez une hypertension intracrânienne, c'est une contre-indication formelle à réaliser la PL. Et ça, c'est lorsque vous étiez tout jeune. Maintenant, les choses, elles changent. Ce n'est pas que la science, elle change, juste le raisonnement. Lorsque vous avez une hypertension intracrânienne, le patient, il est dans le risque de faire une cécité, de faire un engagement. D'accord? Donc le premier traitement qu'on propose, c'est une PL déplétive, parce qu'on va réduire la quantité de LCR. La quantité de LCR, ça va soulager un petit peu le cerveau. En attendant le traitement curatif qui est là, le traitement anticoagulant. Vous allez dire, monsieur, et finalement vous exposez le patient à un risque d'engagement. Oui, on l'expose à un risque d'engagement, mais si vous ne faites pas la PL, le patient va avoir une cécité. D'accord? J'espère que vous avez compris, parce que dans le cours de sémiologie, on vous dit, lorsque vous êtes en deuxième année, toute hypertension intracrânienne est une contre-indication à la PL. Mais une fois que vous êtes en quatrième année, on vous dit par exemple, à côté de la thrombophlébite, on appelle ce qu'on appelle, on a des pathologies où la PL déplétive est le principal traitement, notamment l'hypertension intracrânienne idiopathique. L'hypertension intracrânienne idiopathique, c'est un patient, une jeune dame généralement, qui a des facteurs de risque, notamment l'obésité et la prise de contraceptifs oraux, qui vous fait des tableaux récurrents d'hypertension intracrânienne. Et vous faites l'IRM, vous trouvez que l'IRM est tout à fait normal. Ça, c'est entre parenthèses. Donc l'IRM est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui explique l'hypertension intracrânienne. C'est ce qu'on appelle l'hypertension intracrânienne idiopathique. Pour cette hypertension intracrânienne idiopathique, le traitement principal, c'est les PL déplétifs qui sont suivis et dans les médias pour diminuer. Mais par la suite, on va mettre une dérivation ventriculo-péritonéale à pression réglable. On vous a parlé de ça dans le cours de pathologie chirurgicale? Non? Bon, donc l'hypertension intracrânienne, c'est un tableau classique. Généralement, la femme jeune, peut toucher également l'homme. L'obésité, la prise de contraceptifs oraux. Et puis, c'est des épisodes d'hypertension intracrânienne. L'IRM, il est tout à fait normal.
On fait l'APL déplétif pour traiter l'épisode actuel, parce que c'est une poussée d'hypertension intracrânienne. Et puis, on va poser une dérivation ventriculo-péritoniale à pression autoréglable. C'est-à-dire, chaque fois que la pression il augmente, la valve s'ouvre, va drainer l'excès, et ainsi de suite. La corticothérapie, il faut oublier, hein, c'est une pratique courante. Malheureusement, il n'est pas fondé sur de l'evidence-based medicine. Donc, on n'a pas d'études comparatives. Il est fait par beaucoup de médecins. Chez nous, au service, on ne la fait pas parce qu'on pense qu'il n'a aucun effet bénéfique pour le patient. Donc, retenez, c'est le mannitol. D'accord. En premier, si vous avez un grand hématome, il faut drainer. Si vous avez un infarcissement ischémique très important qui est responsable d'un engagement, c'est la crâniectomie. Si vous avez un flot visuel avec de l'hypertension intracrânienne, que ce soit sur l'infarcissement ischémique, vous faites des PL déplétifs, pas d'indication au corticoïde. Les antiépileptiques, bien sûr, si vous voyez que le patient, par exemple cette lésion-là, il est pourvoyeuse d'épilepsie, l'épilepsie focale. Donc il faut donner un traitement antiépileptique. Si le patient il convulse déjà à l'admission, on a parlé des crises épileptiques comme étant l'un des motifs de consultation. Donc il faut instaurer un traitement antiépileptique si le patient convulse, d'accord, et s'il y a un œdème majeur ou s'il y a des lésions cérébrales sur la TDM ou sur l'IRM. Bien évidemment, il faut donner un traitement anti-étiologique. Si vous avez une leucémie, il faut traiter la leucémie. Si vous avez une automastoïdite, il faut donner une antibiothérapie pour l'automastoïdite. Si vous avez une tumeur solide, je ne sais pas, une tumeur ovarienne qui va être responsable d'un état prothrombotique par la sécrétion d'anticorps, il faut traiter la tumeur ovarienne. Donc le traitement étiologique, il s'impose et il condamne le pronostic parce que impossible de traiter sans traitement étiologique. Même si vous donnez un traitement anticoagulant, si vous ne traitez pas la cause, le patient va avoir l'extension de sa thrombose d'une part, au niveau cérébral, mais par la même occasion, on va installer d'autres thromboses au niveau des membres ou au niveau digestif. Traitement spécifique de la thrombose, c'est principalement les anticoagulants. L'objectif, c'est prévenir l'extension de la thrombose. Bien sûr, et bien évidemment, il faut reperméabiliser. Et puis, ça va permettre, si vous reperméabilisez, vous allez prévenir l'infarcissement veineux. Le risque majeur, c'est un risque hémorragique, parce que ça d'ailleurs, retenez ça, pour toutes les pathologies du système nerveux central, si vous avez cette lésion-là, à double composante ischémique hémorragique, c'est une contre-indication absolue à démarrer un traitement anticoagulant. On vous a parlé de ça dans le cours de l'AVC ischémique. On vous a dit, si vous avez un AVC ischémique et que vous diagnostiquez une cardiopathie emboligène, qui nécessite un traitement anticoagulant, on peut le démarrer, sauf si le patient est comateux ou si vous avez une contre-indication, notamment une hémorragie cérébrale. Ça, c'est l'AVC ischémique. Dans l'AVC, dans la thrombophlébite cérébrale, c'est la seule pathologie, c'est la seule pathologie où il faudrait absolument démarrer un traitement anticoagulant, même si vous avez une transformation hémorragique qui peut être très importante. Parfois, on a des hémorragies très importantes avec même un début d'inondation ventriculaire. Vous allez me dire, monsieur, vous allez dire, ça va, mais finalement, les études comparatives, ils ont démontré que l'effet bénéfique du traitement, ça veut dire l'effet bénéfique de l'anticoagulation, il l'emporte sur le risque hémorragique. Ça veut dire qu'il y a réellement un risque hémorragique. On ne va pas le nier, il y a un grand risque hémorragique. Mais le fait de reperméabiliser le patient, ça permet de prévenir l'extension de l'ischémie et l'apparition de la transformation hémorragique. Donc, à la limite de mes connaissances, la thrombophlébite cérébrale est la seule pathologie où on peut démarrer un traitement anticoagulant malgré qu'il y a une transformation hémorragique. C'est la seule pathologie où on peut faire ça. Donc, traitement spécifique. Le risque hémorragique, bien sûr, très important. Regardez, 40% des patients ont déjà une hémorragie avant le début du traitement. Donc, un malade sur deux, il a déjà de l'infarcissement ischémique et hémorragique. Et pourtant, on va démarrer le traitement anticoagulant. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Par contre, vous sauvez la vie du patient.